Radio 2M, spécial Marocain du Monde, avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs fidèles à cette émission spéciale Marocain du Monde. Alors permettez-moi de commencer par un chiffre, 10%. Oui, 10% c'est la part des investissements des Marocains du monde dans les transferts globaux de devises. Alors sur 115 milliards de dirhams en 2023, environ 11 milliards sont dédiés à l'achat d'un bien immobilier, la création d'un commerce ou d'une entreprise de service par exemple. L'année 2024 devrait connaître un nouveau record de transferts de devises, 118, peut-être 120 milliards de dirhams, et pourtant, cette part de l'investissement des MDM, des Marocains du monde, ne décolle pas. Pourtant, les dispositifs d'incitation pour les investisseurs MRE se sont succédés. Banque ML, du temps du défunt roi Hassan II, à MDM Invest, créé à l'époque du ministère des MRE et qui est aujourd'hui porté par Tiamouilkoum. Eh bien, pour en parler ensemble, nous avons le plaisir d'avoir en studio Mohamed Abdi. Bonjour, c'est Mohamed. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir répondu présent. Alors, vous êtes expert auprès de l'AMDI, l'Agence marocaine de développement, des investissements et des exportations. Et donc, vous êtes particulièrement au cœur, justement, de la machine et donc une tour d'observation de ces investissements. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces transferts. Ils affichent une santé de fer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? 115 milliards l'année dernière, 118, peut-être 120 milliards cette année. On a l'impression que même Covid n'a pas pu arriver ou saper cette dynamique qui date déjà depuis quand même de nombreuses années. Mohamed Abdi. Oui, merci. C'est Mohamed. Juste préciser un élément, c'est que moi-même, je suis un Marocain de l'étranger. J'ai passé l'essentiel de ma vie. Je ne suis au Maroc que depuis 2018 où j'essaie de mettre mon expérience à la disposition des administrations publiques pour avancer un peu les politiques publiques. Sur cette question, comme vous dites, l'AMDI a mis ensemble une équipe dédiée qui travaille sur la question pour avoir une vision d'ensemble précise, totale, complète. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Marocains résidant à l'étranger, c'est une communauté très active, elle joue un rôle très important sur le plan économique, sur le plan diplomatique et aussi sur le plan du rayonnement du Maroc à l'extérieur. Sa participation pour l'économie, c'est 115 milliards. Les chiffres à fin septembre pour 2024 nous donnent déjà un chiffre très très promoteur. On est à 100 millions de dirhams, c'est-à-dire on va finir l'année probablement, comme vous l'avez dit, autour de 120, même plus. Peut-être plus. Mais pour bien comprendre et saisir les ressorts de ce chiffre, il faut le mettre en perspective dans le temps. Et pour mieux comprendre les ressorts de cette évolution, de cette dynamique de la part de la diaspora marocaine. En 2008, en 2002 déjà, on constate pour la première fois une forte croissance des transferts d'argent des Marocains de l'étranger. 2002, ça coïncide avec le nouveau règne, avec cet élément de confiance qui s'est installé dans le pays. Et les Marocains, ils ont répondu présent. D'accord. Et on a vu une croissance continue, très forte, palpable, précise, dans tous les domaines, dans tous les territoires, partout, dans toutes les villes marocaines. On avait cette dynamique, ce transfert d'argent. En 2008, on constate la formation d'un plateau qui va durer jusqu'à 2020. Ça coïncide avec la crise économique qui a bouleversé l'Europe, qui a touché la France, l'Espagne, là où il y a la communauté marocaine. Et à partir de 2021, à la faveur de la crise Covid, une évolution encore palpable, un phénomène de solidarité qui s'explique par cette solidarité spontanée des Marocains de l'étranger, par leur famille, et on voit une croissance, les transferts vont à la hausse, et on arrive à ce chiffre de 115 milliards. Mais malheureusement, ce chiffre, pour l'essentiel, c'est la consommation des familles et des ménages. Pour l'essentiel, il y a une absence. Donc la solidarité familiale, quand vous dites consommation des familles et des ménages, c'est la solidarité familiale, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'étranger envoie de l'argent pour sa famille, par exemple. Voilà. Il y a très peu, c'est-à-dire une petite somme qui va à l'investissement, notamment dans l'immobilier, mais le reste, c'est ce phénomène de solidarité qu'on trouve partout. Mais quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une absence de dispositifs très attractifs,
dispositifs. On va en parler. Effectivement, sur les dispositifs, on va en parler. Et peut-être aussi, on fera rapidement l'historique. Alors, justement, pour rentrer dans le vif du sujet sur ces investissements, environ 10% des transferts des MRE. C'est pour ça qu'on a débuté l'émission en parlant d'abord des transferts, parce que c'est ce flux d'argent. On a vraiment un fleuve qui irrigue la finance marocaine. Les banques, d'ailleurs, sont solides aussi en grande partie par cette histoire forte entre le Maroc, entre les banques marocaines et la diaspora. Il y a un élément du discours, je vais citer une phrase qui pointe justement à la fois les ambitions du Maroc, mais aussi la problématique dont on parle aujourd'hui dans cette émission. Alors je cite le roi Mohamed VI lors de son discours du 6 novembre pour l'anniversaire, 49e anniversaire de la Marche verte. Je cite: « Nous avons également à cœur d'ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de la communauté qui sont désireux d'investir dans leur pays. En effet, il est inconcevable que leur contribution au volume des investissements nationaux privés se limite à 10%. » Quel bilan peut-on faire de ces transferts d'argent et quels sont les facteurs de blocage qui font que on a une sorte de plateau, vous parlez tout à l'heure de plateau, une sorte de plafond de verre, où on a du mal à dépasser ces 10%, sachant qu'en plus, dans ces 10%, beaucoup vont vers l'investissement immobilier et très peu vers les investissements productifs, puisque quand Sa Majesté parle des investissements, il parle surtout des investissements productifs, créateurs d'emplois, parce que le pays en a besoin, l'économie en a besoin. Mohamed Abdi. Comme vous le dites, c'est Mohamed, il y a un paradoxe. Voilà une dynamique, un phénomène de solidarité, une envie, un désir des Marocains de l'étranger de participer au développement du pays, de leur territoire, de leurs villages et villes. On le voit, c'est visible, c'est quelque chose qui est dans la peau des Marocains. Mais face à ça, c'est ça le paradoxe, il n'y a pas de politique publique claire, précise, incitative. Jusqu'à présent, il y avait des éléments et des véhicules financiers pour faciliter le transfert, mais pas pour essayer de flécher. Alors pourtant, il y en avait. Quand je parlais de Banque L'Amel, c'était une banque qui était dédiée. Alors après, il y a eu des dysfonctionnements. Quand on parle de MDM Invest, c'est un fonds d'investissement qui était prévu pour les investisseurs MRE. Mais c'était contraignant quand même. C'était des dispositifs très contraignants. L'invest, par exemple, c'était une belle idée. Aujourd'hui, on sait que les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. Obliger un Marocain de l'étranger, quand il investit, d'avoir un apport de 25% en devise, c'est énorme. On ne peut pas à la fois 25% de l'investissement global, d'avoir un épargne en dirham ici au travers les transferts, et quand on veut investir, cet même argent qu'on a transféré, on ne la retrouve pas dans l'investissement parce qu'il faut avoir un apport en devise tout de suite c'est ça. Quand on ouvre un projet d'investissement, il faut avoir un apport en devise. C'était 25%, c'était une contrainte. Imaginez un immigré qui a fait des économies et qui a constitué un épargne avec sa famille. Le moment de l'investissement, on lui dit cet argent en dirham qui est au Maroc, qui est déjà au Maroc, elle ne rentre pas en compte. Ne peut pas être pris en compte. Donc il fallait retravailler ça. Pourquoi il y a ces éléments? Aujourd'hui, les éléments de blocage, c'est le manque de connaissances approfondies de la diaspora. C'est-à-dire... Par l'administration marocaine, par les décideurs marocains? On n'a pas de connaissance. On n'a pas une réelle connaissance du portefeuille du diaspora marocain dans les banques. On ne sait pas qui est derrière ce transfert. Quel âge, qu'est-ce qu'il fait comme travail, quels sont ses besoins. Les banques n'ont pas ces données? N'ont pas ces données. Il n'y a pas ces données. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, l'agence, l'MDIE, travaillent avec une équipe dédiée qui travaille pour essayer d'avoir une connaissance parfaite de la situation et du portefeuille des Marocains résidant à l'étranger. Pour connaître, pour pouvoir demain, très rapidement, proposer des véhicules financiers adaptés. Qu'est-ce qu'on propose aux Marocains de l'étranger? D'ouvrir un compte en devise, de faire le transfert. L'essentiel de transfert se font par les agences de transfert. Les banques, les sociétés de transfert d'argent. 13% pour les banques. Le reste, donc, c'est les transferts d'argent avec les sociétés qui sont connues ou bien les fintech, parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis, il y a le circuit informel aussi. Et 10% pour le circuit informel. Pour certains pays, le circuit informel est très important. Voilà, parce que c'est une immigration nouvelle qui s'installe, même s'il est actif en Europe. Par exemple, l'Espagne, l'Italie peut-être. L'Espagne surtout. Voilà. Et tout ça, il va falloir retravailler, avoir une vision complète, précise. C'est pourquoi on travaille sur la mise en place d'une banque de données pour savoir
le profil de ces migrants, connaître la réalité. Ce travail n'a jamais été fait. Et parmi les autres éléments de blocage... Attendez, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées, des études qui ont été faites pour dire, bon, les potentiels investisseurs, quels sont vos facteurs de blocage et puis les identifier. Faire vraiment des études qualitatives, quantitatives, mais est-ce que ça a été fait ça peut être par le CCME, par le ministère des MRE qui existait encore il y a quelques années. Dans la réalité, tout ça, c'était l'angle mort des politiques publiques au Maroc. Mais depuis quelques années, depuis 2 ans précisément, il y a une mobilisation de tous les départements ministériels, notamment le ministère de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. C'est un nouveau ministère qui travaille aussi sur cette question. Et il y a l'agence, avec la nouvelle orientation de l'agence, l'AMDIE, il y a un véritable travail pour essayer d'avoir une connaissance. On est en train de faire cette prise de conscience. Et en plus, il y a surtout le discours royal. Et vous savez, les deux discours royaux qui ont vraiment ciblé cet investissement. C'est une feuille précise et normalement ça mobilise l'ensemble des acteurs. On est en train de travailler pour essayer de faire sauter les obstacles. Le parcours de l'investisseur au Maroc, il était difficile. Depuis la charte, on a un cadre aujourd'hui. Dans le cadre de cette charte, on va travailler pour rendre le parcours de l'investisseur, du Marocain à l'étranger, encore beaucoup plus facile, très court, essayer de travailler sur tous les obstacles. Et Dieu sait qu'il existe. D'autant que les Marocains résidant à l'étranger, quand il veut investir, il a le réflexe d'aller dans le lieu de sa naissance, dans ce territoire. Donc en termes de développement territorial, c'est important. Et c'est très important. Par exemple, des Marocains qui sont originaires de Figuig, Gersif, ou qui sont originaires de Lyon ou de Bouche d'Or, ça permet d'avoir un développement territorial aussi qui, d'une certaine manière, va venir de l'extérieur, même si c'est des membres de la diaspora, des Marocains. Exactement, c'est Mohamed. Au-delà, on sait, vous et moi et tout le monde, on sait que l'ensemble des investissements de développement économique se fait dans un axe qu'on connaît tous, celui de Tanger, Casablanca, Tanger, Marrakech, à la limite. Mais le reste, on a des régions qui ont des difficultés. Et quand on regarde la dynamique d'investissement, elle est portée par les Marocains à l'étranger. Quand on va à Draïd Filel, quand on va à l'Oriental, quand on va dans des régions... Parce qu'il y a un ancrage familial, parce qu'il y a une volonté, parce qu'il y a un désir, et parce que la migration marocaine, elle vient de l'oriental, du sud du Maroc, et de Sousse, et une partie du nord. C'est-à-dire, on a un maillage territorial qui est capable demain d'être un véritable moteur de développement économique dans les territoires. Et c'est pourquoi il faut travailler pour mettre des mécanismes financiers adaptés. Moi, je propose... Il y a aussi un rôle des régions, justement, puisque là, pour le coup, la régionalisation avancée doit aussi être un facteur d'accélération. C'est une avancée importante, parce qu'elle a fait des régions le chef de file de développement économique. C'est leur compétence propre. Et c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de jouer un rôle crucial et important et décisif dans le département. C'est pourquoi moi, j'ai fait une proposition. C'est de créer des espèces de diaspora bonds pour chaque territoire. C'est-à-dire des bons de trésor pour aller chercher, c'est-à-dire de créer ce véhicule financier. À l'instar, à l'exemple de ce qu'on a fait, les Green Bonds au Maroc, on va faire Diaspora Bond et on va le décliner par territoire. Parce que moi, je pense qu'il faut mener des réflexions par territoire. Il faut travailler sur des fonds d'investissement par territoire. Parce qu'on voit bien que la dynamique, elle est portée par le territoire. Quand on parle à un MRE, et je sais de quoi je parle, à chaque fois que j'avais la possibilité de faire quelque chose, je pense à ma région, voire à mon village. Vous êtes originaire de l'Oriental. Et je suis originaire de l'Oriental. Voilà, c'est pas un secret. Et donc, alors justement, sur ce diaspora bond qui pourrait être en plus décliné en termes de territorial, donc en termes de région, si je comprends bien, je suis marocain de France, d'Italie, des Émirats Arabes Unis ou du Canada. Je suis originaire de la région d'Al-Atafilelt. Je préférerais investir dans un diaspora bond donc pour cette région. Et ce véhicule financier servira à financer des projets d'autres MRE dans cette région. C'est ça. C'est ça. Je vous donne un exemple. On a la problématique du house. On est en train de travailler sur la mise en place d'une agence spécialisée
porter tout ce qu'on doit faire, et c'est un grand chantier. C'est des travaux d'Hercule presque, où le Maroc est mobilisé pour relever un défi extraordinaire. Vous connaissez bien la problématique, c'est Mohamed. Imaginez un instant qu'on ouvre la possibilité de faire une espèce de house bond en direction des MRE. Ils vont répondre tout de suite et on va mettre en place un véhicule financier qu'on peut maîtriser, facile à mettre en place, où le Maroc il a déjà les compétences et les qualités requises, les connaissances requises pour le faire, et on peut attirer à d'autres financements. Pourquoi ? Parce que si on regarde les 115 milliards aujourd'hui et les 120 milliards demain, leur structure, 55% de cette somme vient de la France, de l'Italie, la Belgique et l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que le potentiel est énorme pour le Canada, pour l'Allemagne, pour la Hollande, pour les autres pays, y compris au Proche-Orient et tout ça. Nous avons un potentiel énorme pour aller encore plus loin dans cette possibilité. Surtout que dans les 115 milliards de 2023, c'est un flux, mais il y a un stock qui est encore beaucoup plus important. Et c'est un stock qui souvent d'ailleurs est dormant. C'est-à-dire il est sur le compte courant, il n'est pas rémunéré, alors que ces diaspora bonds, l'objectif est d'avoir aussi des avantages. C'est là où les banques doivent travailler, doivent réfléchir. Et on ne peut pas utiliser cette masse d'argent juste pour faire des profits, tout ça. Il faut aussi proposer à ces Marocains de l'étranger des produits financiers adaptés. Adaptés pour les jeunes, adaptés pour les femmes qui représentent aujourd'hui une part importante de cette diaspora, adaptés pour les seniors qui ont d'autres volontés, d'autres désirs. Je pense qu'il faut aller anticiper l'évolution de la communauté marocaine à l'étranger, vu de ce qui se passe en Europe, vu de ce qui se passe au monde, et pour essayer d'imaginer l'envie et le potentiel qui existe au sein de cette diaspora. Alors peut-être un autre facteur de blocage que j'aimerais aborder avec vous, c'est aussi la confiance. On sent qu'il y a une confiance pour le transfert d'argent, il ne s'est jamais démenti, effectivement, depuis ces 22-24 dernières années. Mais cette réticence à l'investissement, est-ce que ce n'est pas un problème de confiance ? C'est-à-dire qu'il y a des expériences d'investisseurs qui sont venus, d'investisseurs NDM, qui sont venus et qui sont repartis parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont eu des problèmes avec des associés, parce qu'ils ont eu des problèmes avec l'administration. Est-ce que cette confiance, enfin en tout cas, comment on pourrait dépasser ce blocage-là qui est lié vraiment à l'image qu'on a du Maroc du point de vue investisseur, pas venir passer ses vacances, c'est encore autre chose. C'est Mohamed, comme je connais bien cette problématique parce que je l'ai vécu. Vous l'avez vécu. J'ai eu l'occasion de gérer ce dossier en d'autres lieux et donc je connais parfaitement la diaspora marocaine. Je ne pense pas que c'est un problème de confiance. Il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a des contraintes, il y a absence de politique publique, mais la confiance, elle est réelle, elle est totale entre le Maroc et la diaspora. Sa diaspora. Même sur l'investissement. Elle est même une caractéristique de ce diaspora. Quand on regarde les flux de transfert monétaire des autres diasporas, les Mexicains, les Égyptiens, les Indiens, les Chinois, on a ces éléments-là. La diaspora marocaine, elle a un contact et un lien avec le Maroc qui la caractérise, l'attachement à ce pays, l'envie d'investir dans le pays, surtout l'envie et le désir de construire des ponts entre les pays d'accueil, parce que la communauté marocaine est parfaitement installée dans les pays d'accueil, elle est parfaitement intégrée et elle joue déjà un rôle très important dans le développement économique de ces pays d'accueil. Et vous le savez, c'est Mohamed, la communauté marocaine, elle est dans toutes les sphères du pouvoir aujourd'hui, et ce sont des élus, ce sont des cadres, ce sont des médecins, ce sont des chefs. Puis on a vu dans les statistiques, par exemple, en France, en Italie et ailleurs, où la communauté marocaine fait partie des premières communautés investisseurs extra-européennes. Exactement. Et dans la mise en place des politiques publiques, et moi je l'ai vu, je l'ai mesuré quand j'étais en responsabilité, souvent la communauté marocaine, c'est un véritable relais pour déployer les politiques publiques dans ce qu'on appelait les quartiers, la politique de la ville et tout ça, et c'est très important. Ce même phénomène, on le voit en Italie aujourd'hui, on commence à le voir, et on commence à voir ce phénomène et se structure en Espagne. Pour vous dire cette caractéristique du diaspora marocain, c'est un relais qui peut être utile, c'est un relais qui joue un rôle très important, qui participe à la construction de ce lien, le renforcement de ce lien dans les relations que peut avoir le Maroc avec ses
avec ces pays-là. Parce que devant nous, à l'avenir, l'Europe déjà elle est en train de réfléchir à mettre en place des directives pour maîtriser ces transferts. C'est un véritable problème. Et c'est pourquoi, à un moment donné, le cas échéant, il va falloir mettre en exergue tout ce potentiel du diaspora marocain dans le développement économique, politique de ces pays d'accueil, mais le lien aussi qu'elle peut avoir avec le Maroc. Je vous donne juste un exemple. La diaspora marocaine, elle est en train de changer. Il faut savoir que 70% de ce diaspora, ils ont moins de 45 ans. C'est très important. Et 20% déjà sont nés hors du Maroc. C'est pour vous dire qu'il y a deuxième, troisième génération. Troisième génération, avec une évolution qui commande qu'on puisse travailler pour mettre des politiques publiques adaptées. Alors justement, cette évolution est intéressante. On parle des compétences, on parle des investisseurs. Et ce qui était intéressant dans le discours du roi, c'est aussi sur ce point-là, c'est l'importance de ces investissements, notamment en termes de création d'emplois. C'est l'ambition royale, c'est l'ambition du pays, c'est créer des emplois, donc avoir des investissements productifs. Et là où l'enjeu de la compétence est important et cette évolution de cette diaspora, c'est qu'on a une diaspora qui est de plus en plus diplômée, de plus en plus instruite, qui, comme on le soulignait il y a quelques minutes, investit dans le pays de résidence, parfois dans des secteurs de pointe. Est-ce que là aussi, comment on pourrait faire pour identifier des pépites, j'allais dire d'une certaine manière. Ça peut être par exemple dans le domaine de la tech, dans les technologies, les startups, mais aussi dans d'autres domaines. On parle des énergies renouvelables. Le Maroc est en avance là-dessus et aimerait aller encore plus loin. Dans l'industrie, pourquoi pas, etc. Mais dans plein de secteurs de pointe qui sont justement créateurs d'emplois. Il y a eu toute une évolution, on l'a vu dans les années 70-80 avec la première génération de migrants qui investissaient plutôt sur la pierre, la terre et parfois sur le commerce. Mais très peu dans l'industrie, par exemple, mais là, ou dans les services. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement une dynamique, ou un potentiel, en tout cas, sur des secteurs un peu plus avancés et un peu plus créateurs d'emplois et de richesses. Comment on pourrait, justement, aiguiller un peu plus ou attirer un peu plus ce type d'investisseurs et ce type d'investissement? Mohamed, pour capter ça, le Maroc, déjà, est très en avance sur cette question. Au-delà des critiques qu'on peut formuler les uns et les autres, il y a un travail même exceptionnel. C'est un pays qui est clair par rapport à sa communauté. Beaucoup de pays autour de nous, même nos voisins et ailleurs, interdisent, par exemple, à leur diaspora d'exercer des fonctions très importantes. Au Maroc, on n'a pas ce problème-là. Le Maroc vient pour la première fois de confier un grand ministère, celui de l'investissement et de la convergence de politique publique, à un Marocain de la diaspora qui a eu un parcours, qui est parti ici pour faire des études et qui est en soi un véritable parcours d'excellence, comme celui de tous les Marocains de l'étranger. Il est à la tête d'un grand département, un département qui dessine l'avenir et qui a une expérience. Je parle de monsieur le ministre Karim Zidane, qui est un ingénieur, qui a travaillé chez une grande entreprise industrielle allemande et qui a cette expérience et qui peut apporter dans l'exercice de ses fonctions la rigueur allemande, la manière de faire les choses. Et c'est une première. C'est une première et c'est une première qu'il faut la saluer. Partout dans les autres domaines, notamment celui de la technologie et la technologie avancée, on a des éléments diaspora qui sont dans des niveaux de responsabilité très très élevés. Au niveau de lancement des particules à Genève, on a une équipe d'Onador qui travaille sur cette question, qui sont des lauréats, qui ont des grands prix. Nous avons des étudiantes qui sont parties de Oujda avec un passage à Clermont-Ferrand et aujourd'hui se trouvent à la NASA avec des responsabilités énormes. Nous avons une équipe qui travaille un peu partout en France et aux États-Unis sur la question de l'intelligence artificielle. Et nous avons, vous l'avez dit, sur la question de l'énergie et de l'hydrogène, des filles et des garçons qui travaillent sur ce sujet pointu. Qui sont des experts. Et pour finir, vous savez que dans les grandes écoles de formation en Europe, et je citerai l'école la plus prestigieuse, Polytechnique, où quand même on est à 35% des élèves qui sont des Marocains. C'est dire cette dynamique marocaine, elle est réelle. Et la volonté politique, on la voit et on la touche, et elle est là au travers les discours de Sa Majesté, à chaque fois
il nous rappelle la nécessité de faire l'essentiel pour essayer de répondre aux besoins de cette communauté. Au Maroc, nous avons pris au Maroc sur le plan, cette idée du respect et de l'intérêt que la communauté marocaine à l'étranger a, on la trouve dans la Constitution. Dans la Constitution marocaine, nous avons 3 articles qui parlent de la diaspora marocaine à l'étranger. Il n'y a aucune constitution dans la région qui parle de ça. L'article 17, l'article 18, l'article 163, nous avons une institution constitutionnelle dédiée à cette communauté-là. On peut dire ce qu'on veut, mais en politique, c'est des actes politiques qui sont posés. Après la mise en œuvre, peut-être on n'a pas été à la hauteur dans la mise en œuvre et tout ça, on verra tout ça. Mais l'essentiel, c'est observer ce qui a été fait. C'est qu'il y a une volonté. Il y a une volonté. Et surtout, à chaque étape, à chaque intervalle, Sa Majesté vient nous rappeler la nécessité de toujours faire plus en direction de ce diaspora. Et cette fois-ci, Sa Majesté, il nous parle à l'occasion de la célébration de la Marche verte, il parle de toutes choses. La nécessité de mobiliser l'ensemble de la société pour défendre la souveraineté du Maroc et la nécessité de travailler pour attirer d'une manière beaucoup les compétences des investisseurs de la diaspora. À l'étranger. C'est symbolique parce que la politique, c'est une question de symbole. Et là, le message est très fort. Parce que dans le discours de Sa Majesté, dans la vision royale, les Marocains, la diaspora marocaine, elle joue un rôle très important. Et on le sait aujourd'hui, on peut le mesurer sur le plan économique, sur le plan diplomatique et sur le plan du rayonnement culturel et politique, bien sûr. Sur les compétences, est-ce que justement, quelles pourraient être les modifications, les réformes pour impliquer encore plus, ou peut-être que c'est déjà le cas, encore plus l'appareil diplomatique? Est-ce qu'il y a un pilote pour justement cette mobilisation de l'appareil diplomatique vers cet objectif-là, les compétences, les investisseurs? En tous les cas, il faut le faire. Il faut travailler pour mettre ces dispositifs. Aujourd'hui, la diplomatie marocaine, elle joue un rôle très important. Les résultats sont là. Mais la possibilité de faire plus et le potentiel est là pour faire plus. Je pense que nous avons des expériences. En tous les cas, nous, les pouvoirs publics aujourd'hui, il y a des équipes qui travaillent pour faire des propositions parce que depuis le discours royal, un certain ensemble de départements ministériels travaillent sans relâche pour essayer d'apporter des réponses précises aux orientations, aux instructions de Sa Majesté. Justement sur les compétences, je citerai le discours royal du 6 novembre également. Nous avons également à cœur d'ouvrir de nouvelles perspectives en outre, cette nouvelle structure assurera, il parle de la fondation, il parlait de la fondation juste avant, cette nouvelle structure, la fondation Mohammedia, assurera la gestion du mécanisme national des mobilisations des compétences des Marocains résidents étrangers, dont nous avons appelé de nos voeux la création et que nous avons inscrit en tête des missions dévolues à la fondation. Vous pensez que cette fondation Mohammedia, puisqu'elle a un rôle exécutif, pourra être justement cette institution qui va piloter, chapeauter cette mobilisation des compétences des investisseurs? Bien sûr, il y a d'autres prérogatives. On a parlé aussi de l'attachement culturel, religieux, etc. de la diaspora. Mais sur ce point précis, les compétences et les investisseurs, la fondation Mohammedia pourrait être le pivot de cette stratégie. Oui, si Mohamed, comme moi, vous savez que la politique, c'est aussi une question de symbole. Sa Majesté, il a parlé d'institutions. Ça peut prendre la forme d'une agence, d'une fondation. Les équipes travaillent. En tous les cas, l'indication première, c'est qu'il dit une institution il impose le nom, Mohammedia. Ça veut dire toute la réponse est là. C'est-à-dire on donne un nom à une institution pour lui donner de la force, pour la positionner comme un élément très important. C'est à nous de travailler pour être à la hauteur de cette injonction. Parce que jusqu'à présent, toutes les initiatives prises par les pouvoirs publics jusqu'à maintenant, ils n'ont pas donné les résultats escomptés. On est resté timide sur beaucoup de choses. MDM Invest, c'était une belle initiative. Elle a mis en place un certain ensemble de choses, mais elle n'est pas à la hauteur de cette dynamique. Le discours de Sa Majesté est clair, les équipes travaillent. En tous les cas, nous, à l'AMDI, on a des propositions. On va travailler sur ces propositions pour essayer, pour aller beaucoup plus loin, d'une manière beaucoup plus efficace, et essayer de dérouler cette idée d'institution Mohammedia un peu partout d'une manière beaucoup plus efficace.
Eh bien, un programme ambitieux pour le pays, pour le développement du pays et notamment la création d'emplois et la création de richesses. La diaspora a évidemment toute sa part à jouer dans cet avenir qu'on espère radieux et qui est jalonné d'échéances assez importantes, notamment sportives, qui vont être probablement des facteurs aussi de dynamique. Merci beaucoup Mohamed Abdi d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé justement d'investissement avec votre casquette d'expert pour, je le rappelle, pour l'AMDI, l'agence marocaine. Et passionné, ancien MRE qui est au Maroc depuis 2018 et donc expert à l'AMDI, agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Alors tout de suite le Flash Actu et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Vivre avec vous.